Salut! Vous connaissez très certainement l'entreprise de laquelle on va parler aujourd'hui. Sinon, j'imagine que vous n'auriez pas cliqué. Une entreprise avec à sa tête un entrepreneur qui m'intéresse particulièrement. Et j'ai nommé Elon Musk. Un homme aux ambitions illimitées, un milliardaire qui n'aura de cesse de poursuivre ses rêves en rendant possible l'impossible. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit entre autres du créateur de PayPal et de Tesla, le plus grand constructeur automobile de voitures électriques. Ah ok, on parle pas de n'importe qui en fait. Ouais, je te le fais pas dire. Dans la lignée de Steve Jobs, Elon Musk est un visionnaire dans tous les domaines qu'il affectionne. Sa passion pour l'informatique et la SF ne sont pas nouvelles et déjà tout petit, en fait, il rêvait de coloniser Mars. Mais on y reviendra. Quand bien même son entreprise s'est imposée dans le domaine spatial, en l'espace de 10 ans, ça n'a pas été de tout repos. Putain, loin de là. Les premières années ont été tout bonnement catastrophique. Il subissait échec sur échec. L'entreprise frôle la banqueroute à plusieurs reprises et doit même faire des emprunts aux banques pour payer ses employés. En fait, c'est pour vous dire à quel point cette société n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, avec son idée de fabriquer une fusée réutilisable à bas coût qui réatterrit, elle fut à ses débuts la risée de toute la communauté travaillant dans le domaine spatial. Bref, aujourd'hui, je vous invite à découvrir les débuts chaotiques d'une des entreprises spatiales les plus puissantes du 21e siècle, qui, même après avoir été ridiculisée, désespérée et ruinée, n'a jamais baissé les bras et a tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. J'ai nommé SpaceX. Ah oui, ça me revient. C'est pas eux qui travaillent avec la NASA et qui ont construit le module pour envoyer Thomas Pesquet dans l'espace? Si, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de les présenter? Est-ce que vous saviez qu'à ses débuts, SpaceX n'était qu'un hangar désaffecté avec une équipe ultra réduite qui collectionnait les échecs? Qu'ils sont même passés au bord de la faillite et qu'ils se sont exilés à l'autre bout du monde pour mener leur projet à bien? Et qu'Elon Musk s'est littéralement ruiné pour que le projet aboutisse? On va voir tout ça et bien plus encore sur les débuts totalement bordéliques de SpaceX. Bien, revenons un petit peu en arrière. En juin 2001, Elon Musk fête ses 30 ans quelque peu médusés. 4 ans après sa création, son entreprise X.com est officiellement rebaptisée PayPal et ce n'est plus Elon aux commandes. It was sort of quite fun to do that, but it was kind of a hobby thing. Et pour cause, en fait, il a décidé de se consacrer pleinement à son grand projet, la conquête spatiale. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Il quitte la Silicon Valley pour s'installer à Los Angeles. À son arrivée, ses amis le trouvent distant et rêveur. Elon passe son temps plongé dans d'obscurs bouquins soviétiques sur les fusées. Il parle ouvertement de voyages dans l'espace et de comment il imagine changer le monde. En réalité, il ressasse ses vieux rêves de gosse et de vaisseaux spatiaux ainsi que de voyages galactiques. C'est à cette période qu'il va concrétiser un peu les choses. Il va se forger un véritable réseau en rencontrant par exemple des ingénieurs, des scientifiques ou même des organisations comme la Mars Society, une association de passionnés d'espace vouée à l'exploration et à la colonisation de la planète rouge. Et puis après ça, Elon n'a qu'une idée en tête, envoyer des gens sur Mars. Il crée alors sa propre organisation, la Life to Mars Foundation. Probablement, vous en avez jamais entendu parler. Et en quelques mois, il recrute la fine fleur du domaine spatial pour réaliser son premier projet, Mars Oasis. Donc voilà, déjà le gars voulait faire pousser des légumes sur Mars en gros. Ah mais attends, un projet de cette envergure ça doit coûter un max, non? Ouais, ça tu peux le dire. En fait, Elon était prêt déjà à dépenser entre 20 et 30 millions de dollars pour accomplir son projet de serre sur Mars. Ce qui n'était qu'une infime partie de ce qu'il avait gagné en vendant PayPal à eBay en fait. De mémoire, c'était 175 millions. On est encore loin. Ouais, voilà. En fait, son premier objectif avec ce projet Mars Oasis, c'est de construire une fusée en état de marche et capable d'aller sur Mars. Vous dites 30 millions, ça peut paraître beaucoup, mais n'oubliez pas, il s'agit d'envoyer quelque chose sur Mars. Et bien à ce moment-là, la NASA elle-même estime qu'il faudrait plutôt 200 millions de dollars. Mais Elon, lui, en a rien à faire. Il se dit que c'est totalement possible de réduire drastiquement les coûts des fusées. Ouais, je vois déjà le truc. Il va tout acheter en Chine, c'est ça? Non, pas vraiment. Alors je vois pas. Il achète un kit à fusée sur internet? Non, en fait, il va se rendre en Russie. Ah ok, ça doit avoir un lien avec la guerre froide cette histoire. Ouais, tu te rapproches. En fait, il veut acheter des missiles balistiques intercontinentaux qui traînent par-ci par-là dans les stocks de l'armée soviétique. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Eh bien, il veut les transformer en lanceurs de fusées. Bon, il s'était bien renseigné avant et finalement, il s'envole vers la Russie, déterminé à révolutionner le monde spatial. Mais tout ne se passe pas comme prévu et c'est là où le bordel va commencer. Dès son arrivée, c'est la douche froide pour Musk. Les entretiens sont interminables avec les Russes qui ne le prennent pas au sérieux. Elon est contraint de repartir pour Los Angeles et son projet repart de zéro. It's horrible. Dépité et frustré, il garde le silence durant la moitié du trajet, écrivant comme un fou sur son ordinateur. Au bout de quelques heures, il s'adresse à ses équipes, je vous rappelle quand même qu'il a embauché des gens, en leur disant « Les gars, je crois que nous pouvons construire cette fusée nous-mêmes. Vous vouliez quelque chose? Faites-le
Bon, à partir de là, vous pouvez deviner que Musk va tout mettre en œuvre pour rendre l'exploration spatiale moins coûteuse. Il a un peu dégoûté que les Russes lui aient dit mon gars, dégage de là. En fait, il savait qu'il se lançait dans une mission suicide car beaucoup de millionnaires comme lui avaient échoué à construire des fusées à bas coût. Mais Elon reste fidèle à son objectif, certain de son succès. Il convainc les meilleurs ingénieurs de travailler pour lui, mais surtout, il embauche Tom Mueller, le boss final de l'ingénierie spatiale. He's not a patient little fellow. En fait, c'est un véritable génie de la construction qui va être une rencontre déterminante pour la suite des événements. Et donc ce cher Tom Mueller va aider Musk à concevoir une nouvelle fusée à bas coût, offrant ainsi tout un nouveau marché pour Elon qui se voit déjà sur le point de créer une nouvelle ère spatiale. Et donc c'est avec tous ces objectifs en tête qu'en 2002, soit un an après son passage en Russie, qu'Elon fonde son entreprise spatiale SpaceX. Bon, en guise de locaux, Elon achète un ancien entrepôt désaffecté de 7000 m² dans la banlieue de Los Angeles. Et pour tout vous dire, il s'agit d'un hangar poussiéreux. Elon y fait livrer quelques ordinateurs et des imprimantes qu'il décharge lui-même. Et pour ce qui est des bureaux, il s'agit de simples tables de plastique pliantes, genre celles qu'on emmène au camping. Donc vous voyez, ça fait pas rêver, mais en même temps, on fait avec ce qu'on a. Ah ouais, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. C'est avec ça qu'ils ont pu envoyer des gens dans l'espace? Ouais, enfin, pas tout de suite, hein, parce qu'à ses débuts, SpaceX était très loin de pouvoir le faire. Très loin. À peine SpaceX créé, Musk investit une grosse partie de sa fortune, c'est-à-dire là 100 millions de dollars dans l'entreprise. Et il fixe un calendrier très ambitieux. Pour rappel, SpaceX est fondé en 2002 et la première fusée doit décoller en 2003. Pardon? C'est-à-dire un an après quoi. Et les premiers voyages sur Mars sont prévus en 2010. Bon, inutile de vous rappeler que là, on est en 2021, il n'y a toujours pas de voyage sur Mars, hein. Mais les choses avancent. À titre de comparaison, chez les gros de l'industrie spatiale comme la NASA et Boeing, il se passe 10 à 12 ans entre la fabrication des prototypes et le premier lancement. Exact. Donc non seulement c'est court, mais en plus, Elon annonce que sa fusée coûtera 7 millions de dollars, alors que la concurrence était d'environ 30 millions de dollars. C'est plus de 4 fois moins, et si ça marche, ça va sérieusement en emmerder plus d'un. Les ingénieurs de SpaceX se mettent alors au boulot pour la construction de la première fusée, qui est nommée Falcon 1, en hommage au Faucon Millennium dans Star Wars. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Il travaille jour et nuit et en exige autant des autres. Elon passait ses nuits debout à travailler. Il envoyait des courriels à minuit, 1h ou 2h du matin, complètement absorbé par un des problèmes qu'on avait à résoudre. Les deux premiers moteurs sont construits dans les locaux de l'entreprise, donc vous savez, le grand hangar désaffecté, et on peut dire que c'était bien artisanal, hein. Le résultat est joli, mais pas un seul ne fonctionne plus d'une demi-seconde. Voilà, après ça marche plus. Et donc, après des jours et des jours de travail pour les améliorer, les deux moteurs sont finalement testés sous les yeux d'Elon Musk. Malheureusement, les deux moteurs explosent sur le banc d'essai. Et c'est le commencement d'une très longue série d'échecs. Voilà, on avance un peu dans le temps, on est en 2004. Du coup, l'objectif d'Elon Musk de créer une fusée a déjà été dépassé de 2 ans. Falcon 1 est enfin sur pied, fin prêt pour son lancement. Ah, mais du coup, ça a marché ou pas? Comment dire Non, pas du tout. Il s'avère que l'électronique de la fusée comporte de nombreux pépins techniques. Bon, ok, un peu de programmation, 2 ou 3 coups de tournevis, et c'est plié. Pas vraiment. En fait, c'est un cauchemar pour les ingénieurs qui mettent plus de 6 mois à résoudre tous les problèmes. Ceci dit, en mai 2005, la Falcon 1 est de retour pour un nouvel essai sur la base militaire Vandenberg, une des bases officielles de la NASA pour leur lancement. Et pour le coup, ça marche. Enfin, pendant 5 secondes. Après ça, la fusée explose en plein vol. Bon, du coup, faut imaginer un peu la gueule des militaires et de la NASA qui regardent ça aussi d'un œil assez amusé et qui se disent mais c'est qui ce con, c'est qui ce guignol qui engloutit des millions juste pour faire exploser des fusées? Yeah. Well, they're right. Après c'est raté, les militaires demandent gentiment à Elon d'aller faire exploser ses fusées ailleurs. Voilà, ils le virent, ils en peuvent plus de lui. Chacal, ta tête là! SpaceX se retrouve alors en quête d'un nouveau site pour lancer sa fusée. Finalement, il trouve un nouvel endroit et les ingénieurs sont envoyés sur l'île de Quash, qui est la plus grande de la République des îles Marshall, au large de... au large de rien du tout, hein. En fait, c'est littéralement perdu au milieu de l'océan Pacifique. Ah cool l'équipe sur une île paradisiaque. C'était des vacances en fait. Non, pas du tout. Déjà, l'équipe devait travailler en moyenne 15 heures par jour, donc ça laissait pas beaucoup de temps pour faire bronzette. Ouais, ok. Visiblement, le droit du travail, ça a pas l'air d'être sa priorité. Écoute,
Là, je pense que la priorité n'était pas celle-là, oui. Personne n'est parfait. En plus, ils sont au beau milieu de l'océan, à des milliers de kilomètres de chez eux, loin de leur famille et loin de leurs amis. Ils avaient pas grand-chose à foutre d'autre, quoi. Et d'ailleurs, je le précise quand même, il y a absolument aucune compagnie aérienne qui peut les envoyer sur cette île. Donc comment ils font? C'est simple. Elon Musk avait acheté un jet privé et il foutait tous ses ingénieurs dedans et il les envoyait là-bas et ensuite il le faisait revenir. Et donc s'il fallait faire plein d'allers-retours, il était prêt à les faire, à son propre compte, avec sa propre thune. Obviously, I do rockets, so I like things that fly. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, faut savoir que l'avion était tellement petit et que les ingénieurs étaient tellement nombreux dedans qu'il y en avait toujours un dans les chiottes de l'appareil pour pouvoir loger tout le monde, quoi. Attends 2 secondes, laisse-moi résumer. En fait, un constructeur de fusée novice tente d'effectuer l'une des tâches les plus difficiles au monde avec une équipe perdue au milieu de nulle part et dont les 3/4 n'ont même pas la moindre idée de comment effectuer un lancement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ça n'avait pas l'air de préoccuper Musk, hein, pour qui le projet suivait normalement son cours. It's kind of puttering along, but it's making good progress, so... Et donc, après de nouveaux mois de travail, le grand jour arrive enfin, le 24 mars 2006, soit 3 ans après l'objectif initial. La Falcon 1 est sur le pas de tir, tranquille et prête pour sa mise à feu. Dans la salle de contrôle, Elon Musk, vêtu d'un short et de tongs, fait les 100 pas en scrutant l'horizon. La fusée prend son envol normalement, la tension est à son comble. Elle s'élève toujours plus haut. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'y crois. Attends, laisse-moi terminer. Je disais que la fusée s'élève toujours plus haut pendant 25 secondes avant de vaciller, de prendre feu et de s'exploser à terre. Après ça, l'équipe technique est au bout du rouleau. En fait, seul Elon Musk reste de marbre. L'air apaisé et serein, il s'adresse à eux en leur disant « SpaceX est là pour longtemps, et quoi qu'il arrive, nous allons réussir. » Face à cette déclaration, l'équipe de SpaceX comprend la détermination sans limite qu'Elon Musk porte à son projet. Ah, pour le coup, il avait plutôt raison. Oui, ça tu l'as dit. Mais je peux te dire qu'en 2007, vraiment personne n'y croyait, quoi. Je pense même que ses proches trouvaient qu'il était un peu foufou, voire même complètement taré. Mais qu'importe, le temps passe et 1 an plus tard, presque jour pour jour, SpaceX est prêt pour un nouvel essai. Ils ont refait une fusée, etc. et ils sont prêts à voir si elle décolle bien. Et cette fois, le test de mise à feu est réussi. Les premières minutes passent et tout va bien. Le vol est impeccable. Un élan d'espoir et de joie se fait sentir dans la salle de contrôle. Au bout de 3 minutes, le premier étage de la fusée se détache comme prévu. Tout semble être en bonne voie. Mais Mueller, le constructeur de génie qui travaille avec Musk, vous savez, remarque que la fusée oscille légèrement avant de se mettre à trembler violemment. Et finalement, après quelques minutes, la machine explose en plein vol. Quelques minutes, c'est tout de même mieux que 5 secondes, donc il y a quand même du progrès. I'm just trying to think about the future and not be sad. Mais c'est vrai qu'après cette série d'échecs cuisants, Musk et ses ingénieurs sont au fond du trou. Et ouais, beaucoup ont abandonné leur famille pour s'investir à 100% dans l'entreprise, et il faut pas oublier qu'ils sont paumés au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres de chez eux, sans rien autour d'eux, à part une foutue fusée à Acré, quoi. Et donc tout ça pour un résultat qui s'avérait, on ne va pas se le cacher, très décevant. En plus, ces échecs ont de lourdes conséquences sur l'entreprise. Les finances deviennent de plus en plus catastrophiques et toute la fortune de Musk y passe. Il s'en fout, il est millionnaire, non? Alors certes, il est peut-être millionnaire, sauf que à chaque essai raté, c'est plusieurs millions de dollars qui disparaissent en fumée, dans tous les sens du terme. En fait, il faut quand même payer le matos, les équipes, le transport, etc., etc. That is not an anxiety-reducing situation. Bref, c'est toute une logistique et avec toutes ces dépenses, il ne lui reste plus grand-chose. Et il peut pas tout simplement renoncer? Pas vraiment, d'autant plus que Musk a promis publiquement d'aller jusqu'au bout. Sa crédibilité est en cause. Et ainsi, pour faire bonne figure, il soutient devant le monde entier que sa société se porte très bien. Il va même jusqu'à mentir à ses employés sur les conditions économiques désastreuses de l'entreprise. Mais les employés ne sont pas dupes. On parle quand même des meilleurs ingénieurs de l'aérospatiale. Ils voyaient bien que la société était un peu en chute libre et qu'elle pourrait probablement se permettre qu'une seule autre tentative. Peut-être 2 au grand maximum avant le dépôt de bilan. Mais rassure-moi, il y avait personne dans ces fusées là qui explosent depuis le début. Non, parce que t'en parles comme si tout était normal, mais c'est dramatique. Alors non, du coup je te rassure quand même, il n'y a pas de personne dans les fusées. Mais bon, c'est quand même des millions de dollars qui s'envolent. Et donc durant cette période, les gros bonnets de l'industrie spatiale comme la NASA et compagnie prennent Elon Musk pour un fou. Chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.
qui dilapide son argent dans des projets qui semblent impossibles. Même certains journalistes prévoient la banqueroute de SpaceX dans les semaines qui suivent son dernier échec. Mais tu nous as dit qu'Elon Musk avait d'autres entreprises. Il pouvait pas prendre de l'argent autre part? Bah non. Musk avait dilapidé l'argent qu'il avait gagné avec la vente de PayPal. En gros, il était dans la merde jusqu'au cou et pour tout vous dire, il était même obligé de vendre ses biens personnels comme par exemple sa voiture de course McLaren pour dégager de la trésorerie. Mais Musk reste quand même toujours convaincu de son futur succès. Il est tellement convaincu qu'il se dit prêt à mettre jusqu'à son dernier centime dans l'entreprise. Et ainsi, la prochaine tentative déterminante se passe en 2008. Cette fois, tout semble parfaitement contrôlé. Falcon 1 s'élève dans le ciel en suivant une trajectoire parfaite. Le personnel de SpaceX manifeste bruyamment sa joie en criant victoire. Ah bah enfin une bonne nouvelle. Je pensais que t'allais encore nous annoncer une catastrophe. T'inquiète pas, j'allais y venir. En fait, à l'instant de la séparation des deux étages, un dysfonctionnement se produit et la fusée éclate de nouveau en plein vol. Bah l'équipe est maudite en fait. Bah elle est maudite peut-être, mais en tout cas faut savoir quand même qu'il essayait depuis le départ de construire une fusée avec 3 fois rien quoi. 4 ou 5 fois moins cher que ce qui se faisait. Donc forcément, on pouvait imaginer que des échecs. Et donc ouais, un nouvel échec, et celui-ci semble être le coup de grâce pour Elon Musk et ses collaborateurs, qui sont anéantis. 2008 was brutal. Yeah, 2008 we had the third consecutive failure of the Falcon 1 rocket for SpaceX, and I got divorced. That was like rough. L'ambiance passe des cris de joie aux larmes amères et les ingénieurs sont à bout de force. Mais de nouveau, Elon les regarde au-delà de la montagne. Non, il les regarde juste et il s'adresse à eux en leur disant « Nous allons le faire, ça va marcher, ne vous en faites pas !» Bon, je pense qu'il le disait, mais au fond de lui, il était quand même bien flippé. Mais en tout cas, la confiance aveugle qu'Elon Musk porte à son projet galvanise l'équipe. Même si tous savent qu'il ne leur reste qu'une seule et dernière chance, avant qu'il ait vraiment plus aucune thune et que du coup ce soit terminé. Oh, ça va, pas trop de pression pour l'équipe. Alors tu sais, ça fait juste 5 ans que les ingénieurs sont coupés de leur famille et travaillent tous les jours pour un résultat très incertain. En plus, Musk a mis ses derniers millions dans l'entreprise et il n'a plus un sou. Bref, comme souvent, j'avais 20 € en poche alors que c'était le 5 du mois. Alors comme souvent, je me suis mis en mode survie. Il est parfaitement conscient que tout dépend du vol numéro 4, un ultime échec et c'est la banqueroute assurée. SpaceX joue donc sa dernière carte le 28 septembre 2008. L'équipe dresse alors la nouvelle Falcon 1 en position de lancement. Une fois de plus, Elon Musk et ses ingénieurs attendent tous d'un air légèrement inquiet quand même. Je vous rappelle que c'est la dernière. Le décollage se passe bien, mais cette fois-ci, personne ne crie victoire avant la fin complète des opérations. Les premiers diagnostics sont encourageants et l'ambiance se détend petit à petit. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Tout le processus de décollage est validé. L'équipe respire à nouveau après 6 années de labeur. Les 9 minutes de parcours de la fusée se sont passées sans problème. La Falcon 1 s'éteint comme prévu et atteint son orbite, dans l'espace. Et c'est à l'époque la seule fusée construite par le secteur privé, donc un mec qui a directement mis ses propres sous-sous, capable de cet exploit. Et en plus, son coût est 5 fois moins élevé que celle produite par la NASA. De quoi faire quand même de sacrées économies. Mais au final, il aura fallu 6 ans, 500 personnes et une bonne dose de travail, ainsi que de volonté pour réaliser ce miracle de la science et de l'économie moderne. Aujourd'hui, SpaceX s'est imposé dans le domaine spatial et travaille directement avec la NASA en s'occupant des ravitaillements entre la Terre et l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais elle y envoie aussi des astronautes grâce à sa capsule Crew Dragon. Vous avez notamment vu dedans un certain Thomas Pesquet. We're gonna go to the moon, we're gonna have a base on the moon, we're gonna send people to Mars, and make life multiplanetary. And I think this day heralds a new age of space exploration. L'entreprise SpaceX restera dans l'histoire comme une pionnière de la création de fusées réutilisables et à bas coût, construisant presque 90% des machines elles-mêmes. Alors que jusqu'ici, en fait, il y avait des pièces détachées qui venaient du monde entier, grosso modo, pour créer une fusée. Et ce n'est qu'un début pour Elon Musk qui compte bien envoyer ses premières fusées sur Mars dans moins de 10 ans. Alors qu'on aime ou pas Musk et ses méthodes, il faut quand même bien reconnaître que parmi les millions de personnes qui imaginent le futur, très peu ont fourni autant d'efforts pour en faire une réalité. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez envie qu'on parle d'autres entreprises très connues qui ont eu des débuts très compliqués, n'hésitez pas à nous les suggérer en commentaire. Sur ce, ciao!